Le printemps et le début de l'été 1940 vont s'avérer particulièrement chargés en événements cruciaux pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'alors, cette drôle de guerre n'avait été marquée que par quelques agressions et une patience attentive des Alliés. Mais en avril et mai, les troupes d'Adolf Hitler envahissent la Scandinavie et une grande partie de l'Europe, utilisant de nouvelles stratégies pour s'emparer de la Norvège et du Danemark, puis des Pays-Bas et de la France. C'est donc 6 mois après l'invasion de la Pologne que les troupes alliées vont engager les combats. La dureté des affrontements marquait le point final à la drôle de guerre. L'Europe était au cœur d'un conflit sanglant. Pour les Alliés, ce fut une période tragique. Le seul événement positif fut le réembarquement à Dunkerque de près de 340 000 soldats britanniques et français sous le feu de la Luftwaffe de Göring. Alors que les troupes d'Hitler se ruaient sur le continent, cet épisode extraordinaire permit au peuple des nations occupées de garder espoir. Pour les Anglais, il ne pouvait y avoir meilleur moyen de leur remonter le moral. Début mai, Winston Churchill prit le pouvoir. Hitler et le Troisième Reich avaient maintenant en face d'eux un adversaire résolu à les combattre jusqu'au bout. Every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged and, if need be, blasted from the surface of the earth. Ce troisième épisode relate les événements dramatiques qui vont entraîner l'Europe dans le tourbillon de l'histoire. Les images impressionnantes de l'évacuation des plages de Dunkerque illustrent l'un des moments clés de la Seconde Guerre mondiale. En effet, pour la première fois depuis septembre 1939, les plans d'Hitler étaient contrecarrés. De ce succès est née une volonté de résistance qui a sauvé la Grande-Bretagne des griffes du Troisième Reich et donc influé sur le cours de l'histoire. Remontons un peu dans le temps. Les années 38-39 avaient vu d'importants changements sur le continent européen. Le leader de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler, appliquait sa politique d'agression. Pour élargir les frontières de son pays et créer un Troisième Reich pérenne, il annexe l'Autriche et envahit les Sudètes en 1938. Alors que le Premier ministre britannique du moment, Neville Chamberlain, tentait de promouvoir la paix, mettant Prague sous pression pour que des concessions soient faites au Reich, suite à un entretien qu'il avait eu avec Hitler, il devint rapidement clair que le leader nazi n'était pas un homme fiable. Les accords de Munich furent signés le 30 septembre 1938 entre le Premier ministre français Daladier, Chamberlain, Mussolini et Hitler, qui donna sa parole que ses plans d'invasion seraient annulés s'il pouvait conserver les territoires qu'il occupait alors. Chamberlain avait pensé mettre un frein à la guerre. Mais au grand désespoir des politiciens alliés, Hitler renia l'accord 6 mois après. Et en mars 1939, les nazis envahirent la Tchécoslovaquie. Les 2 décennies de paix que l'Europe avait connues depuis la fin de la Première Guerre mondiale approchaient de leur fin.
Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, signant ainsi l'échec total de la politique de Chamberlain. L'Angleterre et ses alliés n'avaient d'autre option que de déclarer la guerre à Hitler, ce qui fut fait 2 jours plus tard. On construisait des abris, le rationnement était mis en place et les enfants étaient évacués. Les Britanniques s'attendaient au pire. Mais en dépit des préparatifs pour le conflit, les 6 premiers mois de la guerre allaient être relativement calmes. À l'Est, il n'en allait pas de même. Staline avait signé un pacte de non-agression avec Hitler. En contrepartie, il se voyait octroyer une partie de la Pologne. Les conséquences furent terribles pour les Polonais. Les villes et les villages furent attaqués, faisant des milliers de morts, autant civils que militaires. En novembre 1939, les Soviétiques frappèrent de nouveau, cette fois en Finlande. Bien que les Finlandais aient combattu avec beaucoup de bravoure, tenant la dragée haute aux Soviétiques pendant des mois, en 1940, ils furent forcés à la reddition et à la cession de territoires précieux en faveur de Staline. Tandis que la Finlande signait un traité de paix avec l'Union soviétique, Chamberlain et le gouvernement britannique n'avaient encore rien tenté pour stopper l'expansion nazie. Contrairement aux avis de Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté, qui exigeait une action immédiate. Son inquiétude concernait la Norvège, et il s'avéra rapidement que Churchill avait raison. En avril 1940, tous les regards étaient tournés vers la Scandinavie, qui était une cible stratégique de premier plan, autant pour les Alliés que pour les forces de l'Axe. Le royaume de Norvège revêtait une importance toute particulière pour la machine de guerre nazie, puisque 90% de la production de fer suédoise était acheminée par navire vers l'Allemagne en transitant par le port norvégien de Narvik. Les ports situés à l'ouest du pays étaient aussi d'une grande importance pour les Allemands, pour l'installation de bases stratégiques en vue des attaques de sous-marins en mer du Nord et dans l'Atlantique. Ce point avait été mis en avant par le chef de la marine allemande, l'amiral Raeder. Conscient de l'importance de la Norvège, il s'était prononcé en faveur de l'occupation de ce pays dès le déclenchement des hostilités à l'automne 1939. Au printemps, l'Allemagne en avait fait l'un de ses objectifs. Pendant ce temps, en Angleterre, Chamberlain et son gouvernement étaient toujours en train de tenter d'éviter la guerre par n'importe quel moyen. Churchill, en revanche, était de plus en plus furieux que rien ne fut fait pour éviter que la Norvège tombe entre les mains nazies. Chaque suggestion faite par Churchill pour venir en soutien des voisins nordiques de la Grande-Bretagne était rejetée par le vote du cabinet de Chamberlain. Tandis que les motivations du Premier ministre restaient toujours confuses, Hitler, lui, se montrait de plus en plus dangereux. Les cicatrices laissées par la Première Guerre mondiale étaient encore très vives dans la mémoire de ceux qui gouvernaient le Royaume-Uni. Et l'idée de lancer le pays dans une nouvelle guerre sanglante semblait tout simplement inacceptable. Neville Chamberlain avait été élu Premier ministre en 1937, de préférence à Churchill, à cause des écarts de langage de celui-ci concernant la montée en puissance de l'Allemagne d'Hitler. Chamberlain était attaché à la paix et suivait une politique d'apaisement avec le Führer, en dépit de l'agressivité grandissante de l'Allemagne. Ce n'était pas par sympathie envers l'Allemagne, loin de là, car dans une lettre à sa sœur, il écrivait « Et par-dessus tout, je hais les Allemands ». Mais il était juste conscient que son pays n'était pas prêt pour la guerre. Le Royaume-Uni, seul, manquait de l'infrastructure industrielle et de la puissance financière nécessaire pour gagner une course à l'armement contre l'Allemagne. Les USA, l'allié traditionnel de Londres, présidé par Franklin Roosevelt, restaient réticents à s'impliquer dans une guerre en Europe. Il n'y avait pas de fonds suffisants pour rééquilibrer la balance. Mais la présence de plus en plus menaçante des U-boats dans l'Atlantique créait un sentiment d'anxiété au sein de la population.
Il était à prévoir que le gouvernement anglais ne pourrait pas rester passif plus longtemps et que le temps d'agir approchait. La pression montait sur Chamberlain et le secrétaire des Affaires étrangères, le vicomte Halifax, approuva un plan d'occupation du port de Narvik et de contrôle des voies ferrées vers la Suède. En revanche, ni la Norvège ni la Suède ne désiraient participer à des plans qui pouvaient les conduire à la guerre à la fois contre l'Allemagne et l'Union soviétique. Comme plan alternatif, Churchill suggéra l'opération Wilfrid, qui consistait à miner les eaux norvégiennes pour forcer les navires allemands à naviguer en pleine mer, là où la Royal Navy pourrait les attendre. Des troupes alliées pourraient alors être envoyées pour occuper la Norvège. Le gouvernement en a rejeté l'idée à maintes reprises. Churchill avait les mains liées. Il ne pouvait qu'attendre et assister impuissant à la tragédie à venir. Hitler mettait à profit le temps de la drôle de guerre avec beaucoup de sagesse, dressant ses plans de domination de l'Europe. Les Alliés étant toujours hésitants, les forces nazies, elles, étaient sur le pied de guerre. En avril, leur marine de guerre, leur aviation et leur infanterie étaient prêtes à envahir non seulement la Norvège, mais aussi son voisin, le Danemark, poste avancé très intéressant pour certaines opérations. Les tergiversations de Chamberlain avaient donné à Hitler juste le temps dont il avait besoin. L'opération Wilfrid fut finalement approuvée, mais lorsque les Anglais commencèrent à miner les eaux norvégiennes le 8 avril, il était déjà trop tard. Au mépris total du pacte de non-agression signé avec le Danemark, pays neutre, juste un an auparavant, les forces allemandes entraient dans le pays à 4h15 le 9 avril 1940. En moins de 3 heures, sous la menace d'un bombardement de Copenhague, le gouvernement danois se rendait. L'occupation avait été si rapide que la plupart des Danois n'avaient pas eu le temps de comprendre que leur pays était envahi. Pendant ce temps, le général allemand Falkenhorst, avec le 21e corps d'armée, était déjà en route pour la Norvège. La force d'invasion initiale, transportée par de nombreux navires, avait planifié l'attaque de 6 ports norvégiens simultanément, dont Oslo, Narvik et Trondheim. Les navires de défense côtière norvégiens torpillés, les troupes aéroportées allemandes étaient parachutées sur les villes principales du pays, la première attaque de commando parachutiste de l'histoire. En moins de 24 heures, la plupart des sites norvégiens stratégiques étaient tombés entre les mains des Allemands. Mieux valait tard que jamais, la Royal Navy se jeta dans la bataille contre les forces navales allemandes 2 jours après le début de l'invasion. Mais ces efforts furent vains, il était déjà trop tard. Les troupes d'Hitler se montraient de plus en plus menaçantes en Europe. La perte de la Norvège devenue inéluctable, les troupes alliées furent retirées afin de combattre ailleurs. Les Norvégiens furent laissés à eux-mêmes. À Londres, l'émotion était à son comble après l'échec de l'expédition britannique en Norvège. Winston Churchill, qui avait vu arriver le désastre, enrageait. La passivité adoptée jusqu'à présent avait montré ses limites. Il était temps que Chamberlain s'en aille. Lors d'un débat à la Chambre des communes, l'un des amis les plus proches de Chamberlain reprit les paroles historiques d'Oliver Cromwell pour exprimer le sentiment du peuple anglais. « Vous êtes restés trop longtemps assis pour ce que vous avez fait. Je dis donc, partez, et laissez-nous faire sans vous. Au nom de Dieu, partez. » Avec honneur et dignité, Chamberlain accepta son sort et se résigna. Il fallait alors trouver un autre leader, un qui ne craindrait pas de conduire la nation dans une nouvelle guerre mondiale. Anthony Eden, un conservateur, était un candidat possible, mais âgé de seulement 43 ans, il était considéré comme trop jeune. Une autre option était le vicomte Halifax, un politicien conservateur d'expérience, secrétaire aux Affaires étrangères. C'était le choix de Chamberlain pour sa succession.
Mais la perspective de conduire une coalition en temps de guerre ne semblait pas convenir à Halifax, fatigué du monde. Par élimination, le seul candidat possible pour le poste de Premier ministre était Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, peu enclin à la peur et dont les justes analyses sur Hitler avaient grandement participé à maintenir le moral des Anglais. Winston Churchill prit ses fonctions le 10 mai 1940. Une nouvelle coalition de gouvernement fut rapidement formée. Adolf Hitler était conscient que Churchill allait être un adversaire plus difficile que Chamberlain ne l'avait été. La drôle de guerre avait permis à Hitler de garder la main. Churchill devait rapidement se mettre au travail pour redresser la barre. Cependant, personne, pas même lui, ne pouvait soupçonner à quel point il allait devoir si rapidement affronter Hitler. Hitler se préparait à l'invasion de la France, une nation qu'il haïssait à la suite de son expérience de soldat pendant la Grande Guerre. L'Allemagne avait subi une défaite humiliante et avait été forcée de se rendre à l'armée française en 1918. Au terme du traité de Versailles, les Allemands avaient dû abandonner des territoires, des ressources importantes et, plus grave, leur dignité. Adolf Hitler, simple fantassin à 20 ans, considérait cela comme une injustice et, miné par un désir de vengeance, était déterminé à faire plier la France sous le joug du Troisième Reich. La conquête de la France allait être le couronnement de la domination nazie en Europe. Les militaires allemands les plus brillants furent regroupés pour mener le plan d'attaque définitif afin d'occuper les Pays-Bas et le nord de la France. Le maréchal Erich von Manstein élabora une opération osée que Churchill surnomma ensuite Säkelkutt, littéralement la coupe à la faucille. Mobilisant 3 groupes d'armées, A, B et C, les Allemands pénétrèrent dans les Pays-Bas et en France, faisant preuve d'une grande habileté militaire afin de couper les lignes alliées en deux, piégeant les troupes ennemies sur les plages de Dunkerque. Le groupe d'armée B, conduit par le maréchal Feder von Bock, avait pour ordre de feindre une attaque à travers la Belgique neutre et la Hollande pour attirer ainsi le plus possible de troupes alliées vers le nord. Le groupe C avait pour mission d'attaquer la France le long de la ligne Maginot, toujours pour occuper les troupes alliées. Pendant ce temps, le groupe d'armée A lançait l'attaque principale sous les ordres du maréchal Gerd von Rundstedt, traçant son chemin à travers la forêt des Ardennes, traversant la Meuse pour pénétrer en France en direction de la Manche, pour piéger les troupes alliées en Belgique, appliquant la tactique du Blitzkrieg, c'est-à-dire de la guerre éclair. C'était un plan aussi ingénieux que risqué, mais Hitler était si confiant en son succès que le soir de la veille de l'attaque, il annonça à son état-major « Messieurs, vous allez assister à la plus grande victoire de l'histoire. » Le destin fit que c'est le jour même où Winston Churchill devint Premier ministre, ce 10 mai 1940, que les nazis commencèrent leur avancée vers la France. Juste après 4 heures du matin, les premières attaques furent déclenchées et les pays neutres, Hollande et Belgique, firent appel à l'aide des Alliés. La drôle de guerre était bien finie. Les Hollandais espéraient qu'en cas d'invasion, les Allemands délaisseraient les principales villes protégées par des zones inondées et des fortifications et passeraient par le sud du pays pour accéder à la Belgique. Cependant, Göring, qui commandait la Luftwaffe, était déterminé à s'emparer des terrains d'aviation hollandais situés à l'ouest.
Craignant que les Anglais n'en deviennent maîtres et disposent d'une base d'attaque d'où la RAF pourrait atteindre le cœur de l'Allemagne, Göring insista donc pour que la Hollande soit totalement envahie. Bien que faiblement armés en artillerie, leurs obusiers et mitrailleuses datant de la Première Guerre mondiale, les Hollandais combattirent avec courage et efficacité contre les chars et les armes puissantes de la Wehrmacht. Mais Hitler était inflexible et toute résistance devait être écrasée. Lorsque ces divisions blindées se rassemblèrent autour de Rotterdam, deuxième ville de Hollande, un ultimatum fut lancé. Soit les Hollandais se rendaient et leur ville serait épargnée, sinon elle serait bombardée. Les négociations avaient commencé, mais ce qui se déroula ensuite est l'une des premières grandes atrocités de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Des vagues de bombardiers assombrirent le ciel de Rotterdam. Une pluie de bombes dévasta le cœur de la ville, jetant à la rue 8000 personnes et laissant un paysage de ruines. Près de 1000 civils furent tués. D'autres villes importantes ayant subi le même sort, les Pays-Bas n'avaient plus que le choix de se rendre. Le 14 mai, la bataille de Hollande était terminée et les Allemands s'emparaient des aérodromes stratégiquement vitaux. La reine de Hollande, Wilhelmine, s'envolait pour Londres, où elle allait continuer à soutenir le combat contre Hitler. Hitler ayant vaincu la Hollande en moins de 4 jours, la bataille pour la Belgique allait s'avérer une affaire autrement plus délicate. Le pays était protégé par le fort Eben Emael, une énorme forteresse réputée imprenable et considérée comme l'une des plus modernes au monde. Les Allemands, une fois encore, usèrent de tactiques non conventionnelles pour s'emparer du fort. Ils utilisèrent des planeurs pour larguer des groupes d'assaut. En quelques heures, les parachutistes et les divisions blindées occupaient la Belgique. Français et Anglais, convaincus qu'il s'agissait de l'attaque principale, comme l'avaient espéré les stratèges allemands, envoyèrent des troupes impatientes d'en découdre sur la route des Allemands. Les forces françaises et anglaises commencèrent à avancer pour entrer en contact avec l'armée belge, dans l'espoir de former une ligne de résistance solide s'étendant de la Manche à la frontière suisse. Mais personne ne savait que, un peu plus au sud, l'essentiel des forces du groupe d'armée A avançait droit à travers la forêt des Ardennes sans rencontrer la moindre résistance et s'apprêtait à fondre sur les lignes alliées. À Londres, Winston Churchill et son gouvernement suivaient les événements heure par heure. La force expéditionnaire britannique, plus communément appelée BEF, était en France depuis l'invasion de la Pologne l'année précédente. Après avoir attendu patiemment durant la drôle de guerre, bataillant contre les rigueurs de l'hiver, creusant des tranchées, ces soldats constituaient maintenant un renfort vital pour les troupes françaises et belges. La force expéditionnaire britannique fonçait vers la Belgique, où elle était attendue comme le Messie. Constatant que la Hollande tombait et que les armées allemandes brisaient les lignes de défense, Churchill devinait la dureté des combats à venir pour ses soldats. Et il était encore en dessous de la réalité. L'armée d'Hitler, qui était en train de franchir les Ardennes, disposait de divisions commandées par quelques-uns des plus grands généraux allemands, dont Erwin Rommel et Heinz Guderian. Celui-ci fut l'un des premiers à développer et à se faire l'avocat des principes de la guerre éclair. Cette technique était une nouvelle forme révolutionnaire de guerre, utilisant les forces mécanisées pour percer une petite partie du front ennemi avant d'avancer profondément sans se soucier de ses flancs.
Guderian était persuadé que le blindé était l'arme décisive de cette guerre et résumait son opinion ainsi: « Si les chars passent, la victoire suit ». La stratégie de Guderian lors de la campagne de France fut couronnée de succès. Mais en dépit des manœuvres impressionnantes des Allemands, les Alliés avaient toujours de bonnes opportunités de déjouer leurs plans. En réalité, elles échouèrent la plupart du temps, laissant Hitler et ses troupes prendre l'ascendant et paraître plus invulnérables chaque jour. Les Allemands traçaient leur chemin à travers la forêt sauvage des Ardennes. Le mauvais état des routes gêna quelque peu la progression de l'armada nazie, de ses véhicules et de ses troupes, se frayant un passage pour atteindre la Meuse. La Meuse était l'une des lignes de défense les plus importantes, protégeant la France d'une invasion, formant une barrière naturelle entre la France, la Belgique et la Hollande sur son trajet de 800 km. Il fallait tenir cette ligne de défense coûte que coûte. Du fait du ralentissement de l'armée allemande, le général Gamelin avait l'opportunité d'une contre-attaque aérienne. Mais il décida de ne pas engager ses bombardiers stratégiques si près des lignes de combat. Il préféra au contraire mobiliser ses forces traditionnelles, chars et artillerie, pensant que les Allemands n'atteindraient pas la Meuse avant le 20 mai. Sous-estimer l'efficacité de l'offensive allemande fut une grave erreur. À peine 3 jours après l'invasion de la Belgique, le 13 mai, les forces allemandes atteignaient la Meuse. Les chars de l'infanterie attaquaient au sol, tandis que la Luftwaffe de Göring ne laissait aucun répit aux troupes alliées, effectuant plus de 4000 sorties. Le bombardement dura de l'aube au crépuscule. Ce fut le plus impressionnant que le monde ait jamais connu. Le moral des troupes alliées s'effondra. Les soldats commencèrent à abandonner leurs postes, pendant que les panzers attaquaient sans cesse à travers les lignes de défense. Rapidement, les Allemands firent des progrès considérables, avançant de quelques 10 km dans les lignes françaises. Vers 19 h, des rumeurs sans fondement circulèrent au sein des unités, disant que les chars allemands étaient déjà derrière elles, les troupes d'arrière ayant fui. C'était une grave erreur qui réduisit à néant l'espoir de sauver la France. Le lendemain, les troupes allemandes et leurs unités anti-chars traversaient la Meuse. Les Alliés tentèrent désespérément de détruire les ponts par des attaques aériennes pour empêcher la progression des troupes allemandes. Mais les chasseurs allemands ainsi que les canons anti-aériens abattirent près de 90 bombardiers alliés en un seul jour. La Luftwaffe relata l'événement comme le jour des chasseurs. Les ponts étant toujours intacts, les Panzerdivisions menées par Guderian étaient libres de traverser et de neutraliser toute résistance. C'est à ce stade des combats que le Blitzkrieg et le haut niveau de préparation de la machine militaire allemande se sont montrés les plus efficaces. Ne respectant pas les instructions exigeant la consolidation des têtes de pont, Guderian et Rommel commencèrent à frapper dans toutes les directions, prenant par surprise les troupes françaises.
Comme les Panzers s'enfonçaient de plus en plus profondément en France, il était devenu presque impossible pour le haut commandement allemand de déterminer leur direction. Ils devinrent une sorte de division fantôme. C'était la guerre éclair dans sa plus pure expression. Le commandement allemand était furieux, mais la progression en territoire ennemi était spectaculaire. À la date du 17 mai, Rommel avait fait 10 000 prisonniers de guerre et n'avait perdu que 36 de ses hommes. À Paris, la panique commençait à gagner le gouvernement qui craignait que les défenses alliées ne s'effondrent. Les archives furent brûlées et le Premier ministre Paul Reynaud téléphona à Churchill le 15 mai en déclarant « Nous avons été défaits, nous sommes battus, nous avons perdu la bataille ». Churchill se précipita à Paris dès le lendemain et lorsqu'il demanda où les réserves stratégiques se trouvaient, comme celles qui avaient sauvé Paris lors de la guerre précédente, le Premier ministre lui répondit « Il n'y en a pas ». La France était à genoux. Alors que le gouvernement était plongé dans le désarroi, un futur grand chef français commençait à se faire un nom. Le général Charles de Gaulle avait rassemblé en hâte quelques forces pour lancer une contre-attaque. Ce fut un des rares succès français de cette bataille de France. Mais ce ne fut pas suffisant pour repousser l'avance allemande. En dépit de l'incapacité de Gaulle à sauver son pays, sa courageuse tentative lui valut la promotion au grade de général de brigade. Il allait devenir le chef de la future France libre. Même lorsque le Troisième Reich aura la France entière dans ses griffes, le général de Gaulle, de Londres, sa nouvelle base depuis qu'il a quitté le pays vaincu, continuera à inspirer la résistance française dans son combat pour la liberté. Les Allemands progressaient encore. Le 17 mai, Rommel et Guderian se retrouvèrent dans une position potentiellement dangereuse. Les chars étaient à court de carburant, les soldats épuisés, et après cette longue course au cœur de la France, sans soutien sur leurs flancs, ils se trouvaient fragilisés. L'avance allemande ralentit, offrant aux Français une opportunité en or d'attaquer. Mais une fois de plus, ils ne contre-attaquèrent pas. Les soldats du corps des Panzers eurent donc tout loisir de réparer les blindés, manger, dormir et même se raser ou prendre un bain. La responsabilité d'avoir manqué ces opportunités incombe au gouvernement français et au haut commandement militaire. Depuis le traité de Versailles de 1919, les gouvernements français successifs espéraient que le temps de l'Allemagne guerrière était clos. Pendant la crise de 29, la France avait ralenti son réarmement, tandis que l'Allemagne violait le traité et secrètement reconstruisait son armée, investissant dans de nouveaux armements. Les Allemands envahissaient maintenant la France. Leurs troupes étaient bien équipées, tandis que les unités françaises manquaient de presque tout, des chars modernes aux armes légères et même de vêtements. Mal préparés et mal commandés, nombreux furent les combattants à avoir compris que la défaite était inéluctable. Les Panzers commencèrent à progresser vers la côte, et cette avancée devint plus rapide que jamais. En combinant des opérations entre les troupes au sol et l'aviation, la pression des armées d'Hitler était simplement terrifiante, détruisant tout sur leur chemin. Des dizaines de milliers de réfugiés commencèrent à fuir pour ne pas avoir à subir le joug de l'occupation allemande. Mais pour les Alliés, le pire était encore à venir, car au nord, les troupes étaient désormais encerclées sans possibilité de s'échapper. La situation était désastreuse. Au lieu d'une ligne franco-anglo-belge contenant l'attaque, il y avait désormais une ligne allemande s'étendant de l'Allemagne à la mer, qui coupait littéralement en deux les forces alliées.
Le 20 mai, Paul Reynaud démit de ses fonctions Gamelin, coupable d'avoir échoué à contenir l'offensive allemande. Il le remplaça par Maxime Weygand, un général renommé pour son rôle pendant la guerre de 14. Mais même Weygand ne pourrait rassembler les forces nécessaires pour stopper l'avance allemande. Voyant que la situation s'aggravait, Lord Gort, le commandant de la force expéditionnaire britannique, ordonna un retrait jusqu'à la Manche le 23 mai, avec l'espoir que les troupes pourraient être évacuées. Les Allemands bloquaient Calais et Boulogne. Dunkerque, à une dizaine de kilomètres de la frontière belge, était alors le dernier port important accessible aux Alliés. Les Anglais, les Belges et les forces françaises foncèrent vers les plages. Mais poursuivis par les troupes de Guderian, les Alliés se retrouvèrent encerclés. Plus de 300 000 hommes se retrouvèrent piégés entre la mer en face d'eux et l'ennemi derrière. Churchill et la Royal Navy étaient dans l'incapacité de mobiliser assez de navires pour secourir les soldats coincés sur les plages de Dunkerque. Le maximum qu'il envisageait de pouvoir sauver était 45 000 hommes, ce qui laisserait 255 000 soldats à la merci des Allemands. C'eût été un désastre majeur. Il y avait cependant un mince espoir. Le 14 mai, un message fut diffusé à toute la nation britannique demandant que tout propriétaire d'embarcation qui n'aurait pas encore été réquisitionné pour l'effort de guerre soit enregistré par l'amirauté. L'appel fut reçu par des propriétaires de yachts, de navires de croisière et même de bateaux de pêche. La réponse fut incroyable. Sans délai, une flotte civile fut ainsi formée. La plupart des navires étant armés par des volontaires, d'autres commandés par leurs propriétaires. Et tous étaient prêts à traverser la Manche pour naviguer vers la France et ramener le plus de soldats alliés possible. Ils reçurent le surnom des petits bateaux de Dunkerque. Ils allaient jouer un rôle crucial dans ce qui fut l'une des plus grandes opérations de sauvetage de l'histoire. Le vice-amiral Bertram Ramsay, qui était en charge de la défense de la zone d'opération de Douvres et de la protection du trafic naval de la Manche, fut chargé de finaliser le plan d'évacuation, qui reçut le nom de code Dynamo. C'était un immense pari, et l'état-major travaillait dessus à temps plein, dans ses abris souterrains du château de Douvres, pour en peaufiner le moindre détail. Le 26 mai 1940, l'opération était prête à être lancée et la vaste flotte traversait la Manche vers les côtes françaises. Bien peu savaient à quoi s'attendre. La bataille faisait rage près des côtes françaises et les troupes allemandes gagnaient du terrain. Mais lorsqu'ils arrivèrent en vue de Dunkerque, les équipages de ces navires découvrirent avec soulagement que les forces de Guderian n'étaient pas visibles. Tout au long de la côte, des milliers et des milliers de soldats encore indemnes étaient assis, attendant patiemment qu'on vienne à leur secours. En considérant les incroyables succès de la guerre éclair en France, il semblait invraisemblable que les chars des Panzerdivisions n'aient pas réussi à atteindre ces points de la côte. Mais 2 jours plus tôt, avait eu lieu l'un des événements majeurs de la bataille de France. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est Adolf Hitler lui-même qui, involontairement, intervint en faveur de ces milliers de soldats alliés.
Alors que les panzers se mettaient en position tout autour de la zone, ils reçurent l'ordre de ne pas bouger. Les raisons de cette décision étrange restent aujourd'hui un peu mystérieuses. Nous savons que Göring avait dit au Führer que sa Luftwaffe seule pouvait empêcher une évacuation, tandis que von Rundstedt avait prévenu Hitler que ses panzers avaient besoin d'être remis en état afin de ne pas mettre en péril la seconde partie de la bataille de France et ses plans pour s'emparer de Paris. Une autre théorie prétend que Hitler ne voulait pas de guerre avec l'Angleterre et espérait ainsi pouvoir négocier un accord avec Churchill qui lui permettrait, après la conquête de la France, d'avoir les mains libres pour consacrer ses efforts à la Russie et au front de l'Est. Alors que les Allemands attendaient, les navires britanniques s'étaient approchés de la côte française et l'évacuation commençait. Les soldats s'avancèrent dans l'eau pour aller à la rencontre des équipes de secours et monter à bord des navires. Des milliers et des milliers d'hommes étaient alignés sur la côte. Des files d'attente se déployaient. Même ceux qui pensaient qu'ils ne seraient sans doute jamais embarqués attendaient patiemment leur tour. Les petits bateaux jouaient un rôle vital, car l'un des problèmes que Ramsay avait à surmonter était les hauts fonds autour de Dunkerque. Les plus gros ne pouvaient pas être utilisés directement pour récupérer les hommes sur les plages et devaient attendre au large. L'évacuation battait son plein et de plus en plus d'hommes parvenaient à embarquer à bord des navires lorsque le commandement allemand prit conscience de ce qui se passait. Hitler réalisa alors sa terrible erreur et ordonna une attaque intensive par air et sur terre dès le 27 afin de balayer les soldats et couler les navires d'évacuation. La RAF devait protéger les bateaux et les troupes au sol. Le ciel se remplit de chasseurs, tentant de déjouer les violentes et incessantes attaques de la Luftwaffe. Les bombes allemandes ne cessaient de pleuvoir, mais les pilotes de chasse anglais prouvaient qu'ils étaient à la hauteur de leur mission. Au sol, les Alliés savaient qu'une partie des hommes devrait former une barrière infranchissable pour maintenir les Allemands à distance des plages afin de protéger les navires aussi longtemps que possible. Des milliers de soldats allaient devoir sacrifier leur vie pour que d'autres puissent survivre, en combattant jusqu'à la dernière cartouche. Pour encore aggraver les choses, les Alliés furent informés le 28 mai que la Belgique s'était rendue aux Allemands, laissant la force expéditionnaire britannique dangereusement exposée. Dunkerque subissait de lourdes attaques et l'évacuation devenait de plus en plus difficile. Même l'impressionnante flottille de petites embarcations se révélait insuffisante. Dans les premières 48 heures de l'opération Dynamo, 8000 soldats seulement avaient été évacués des plages françaises. Bientôt, Dunkerque fut recouverte d'un immense nuage de fumée noire, résultat des barrages d'artillerie. Mais en dépit des efforts allemands pour reprendre le contrôle de la zone, les soldats alliés, protégeant les plages, gardaient l'ennemi à distance. Des nouvelles inquiétantes de la situation parvenant jusqu'en Angleterre, de plus en plus d'embarcations vinrent se joindre à la flottille. Yachts, barques, bateaux de pêche, vapeurs de tourisme, etc. Près de la côte se déroulaient de furieux combats. Malgré cela, après avoir déposé sur le sol britannique leur contingent de soldats rescapés, ils repartaient immédiatement vers la côte française pour un nouveau chargement d'hommes.
Les canons allemands tiraient sans répit. Le 29 mai, 90 000 soldats avaient été évacués. Le moral s'améliorait au sein des troupes alliées. La météo joua également un rôle important dans la réussite des opérations de sauvetage. Le 4e jour de l'opération Dynamo, la brume recouvrit la Manche. Il était alors impossible pour la Luftwaffe de participer au combat, et ses avions restèrent cloués au sol, alors que les soldats continuaient à se presser vers les navires qui les attendaient. Lorsque l'évacuation s'acheva le 4 juin, et que les derniers navires quittaient les côtes françaises, plus de 330 000 hommes avaient été embarqués. 2000 soldats seulement avaient été perdus sur les plages. C'était une réussite inespérée pour les Alliés, et même les responsables militaires allemands furent impressionnés. Erwin Rommel loua la résistance acharnée des soldats alliés en dépit de leur sous-équipement et du manque de munitions qui les pénalisa pour les combats. Pour les Allemands, ne pas avoir réussi à prendre Dunkerque et détruire la force expéditionnaire britannique fut l'une des plus importantes erreurs qu'ils commirent sur le front ouest. Ils auraient pu gagner la bataille de Dunkerque, mais cette erreur, ils allaient la payer cher dans les mois et années à venir. De retour de l'autre côté de la Manche, les soldats alliés se trouvaient sur la côte sud de l'Angleterre. La phase suivante des opérations allait consister à répartir les troupes sur le territoire le plus vite possible. Les gares étaient bondées de soldats espérant rentrer chez eux pour revoir leurs familles avant de recevoir de nouvelles affectations. Des milliers de volontaires travaillèrent jour et nuit pour assurer le confort de ces soldats. Ils furent accueillis chez eux en héros. La nation tout entière leur montra sa gratitude d'avoir été capable de survivre pour combattre à nouveau un jour. Tout le Royaume-Uni se réjouissait du retour de ces soldats. Churchill salua le résultat de l'évacuation de Dunkerque comme le miracle de la délivrance. Mais il déclara aussi « Nous devons faire attention à ne pas considérer cette délivrance comme une victoire. Les guerres ne se gagnent pas par des évacuations. » Beaucoup de canons, de véhicules, d'armes légères avaient été abandonnés sur les plages et les routes de France. Il en résulta une plus grande dépendance des troupes anglaises à l'approvisionnement américain pendant toute la guerre. De plus, de nombreux soldats n'avaient pu être évacués et avaient été faits prisonniers. En France, la situation était désastreuse. Après l'évacuation de Dunkerque, le général Weygand se retrouva dans une position compliquée. La France avait perdu dans le nord ses troupes les plus fortes et les mieux armées, ainsi que ses meilleures unités blindées et son armement lourd. Ces troupes étaient épuisées et devaient défendre un front allant de la Manche à Sedan, sans aucune aide de leurs alliés. Les responsables français étaient démoralisés. Pour eux, Dunkerque avait été un abandon. Adolf Hitler pouvait alors commencer la deuxième phase de la bataille de France, baptisée Fallroth. Le lendemain du départ du dernier navire de Dunkerque, le 5 juin 1940, l'offensive allemande reprit en direction de Paris. L'aviation française, désormais seule, abandonna la supériorité aérienne à l'Allemagne. Et tandis que le gouvernement fuyait, Paris fut déclarée ville ouverte. Le 14 juin, la Wehrmacht pénétra dans la magnifique capitale. Les Parisiens qui avaient assisté à la chute de leur ville avaient le cœur gros. Ce fut un moment important pour les Allemands triomphants.
Un nouveau joyau venait s'ajouter à la couronne d'Adolf Hitler. C'était l'un des grands moments qui l'attendaient. Lorsque Paul Reynaud, le Premier ministre, démissionna de son poste, le maréchal Philippe Pétain lui succéda et demanda immédiatement un armistice avec l'Allemagne. Se souvenant de la manière dont l'Allemagne avait été traitée après la Première Guerre mondiale, Hitler fit sortir du musée le wagon où l'armistice de 1918 avait été signé et le fit transporter dans la forêt de Compiègne, à l'endroit exact où le maréchal Foch avait reçu la reddition de l'Allemagne. Hitler s'assit dans le fauteuil que Foch avait utilisé 2 décennies plus tôt, mais ne resta que pour écouter la lecture du préambule, laissant avec dédain son chef d'état-major, le général Keitel, s'occuper du reste. La France fut séparée en deux, une zone occupée au nord et à l'ouest, et un territoire initialement indépendant au sud. Le gouvernement, conduit par Pétain depuis Vichy, accepta la défaite et tenta de gagner la faveur des Allemands par sa passivité. Hitler s'emparait du territoire français, mais un nouvel acteur rejoignit le théâtre d'opération. Benito Mussolini, le chef de l'Italie fasciste, déclara la guerre à la France et à l'Angleterre le 10 juin et commença à mettre la pression sur les troupes anglaises basées en Afrique du Nord. La situation de l'Angleterre était grave. Les Allemands avaient conquis l'Est et le Sud de l'Europe et avaient pour alliés Staline et Mussolini. L'île était seule. Cependant, l'évacuation réussie de Dunkerque avait instillé l'espoir au cœur des Britanniques. Après le miracle de la délivrance de Winston Churchill, ils croyaient que tout était encore possible. Mais il était devenu évident que l'Angleterre allait être la cible suivante. Et les Britanniques commençaient à penser que Adolf Hitler et son axe du mal pouvaient être battus si tous résistaient ensemble. Winston Churchill avait immédiatement réagi en grand leader. Avant même de savoir si les Allemands triomphants allaient lancer la grande offensive, Churchill annonça « La bataille de France est terminée. La bataille d'Angleterre va bientôt commencer ».